Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc nous allons évoquer CEJM. Alors, quelques petits détails techniques. Euh, donc, je suis à Clermont-Ferrand. Je remercie Monsieur Pied-Premier, qui est personnel au rectorat, et qui nous assure de son expertise pour mettre en place cette webconférence dans les meilleures conditions possibles. Donc, je suis avec Catherine Rousseau et Catherine Schiff, qui sont IPR dans l'Académie de Clermont-Ferrand, et puis Vincent Camet de Lyon. Alors Vincent est là tout simplement parce qu'il est membre du groupe de travail sur CEJM et qu'il a également œuvré sur la production des sujets. Et c'est bien cette production des sujets qui motive cette réunion. Donc ce qu'on souhaite faire cet après-midi, c'est d'essayer de vous évoquer ce que pourront être les sujets de CEJM pour la session 2020, et puis peut-être d'en tirer des éléments pour la formation. Donc, à cette réunion sont invités normalement des inspecteurs et puis des formateurs académiques. Alors sur les aspects techniques, nous sommes assez nombreux, on s'en réjouit, on vous remercie de votre participation. Simplement, pour des raisons de confort, alors à la fois pour éviter qu'il y ait des questions qui soient déposées ou des interventions qui soient multiples, on ne vous a pas attribué de droit d'intervention à l'oral, mais vous utilisez la messagerie pour poser vos questions et puis on les prend en compte au fur et à mesure ou en les regroupant si elles vont être traitées, si on pense les aborder à la suite de l'intervention. Voilà, donc vous utilisez la messagerie sans aucune difficulté, on prendra la totalité des questions et puis à la fin il y aura un temps encore pour prolonger. Alors, donc le contexte, hein, c'est les sujets de CEJM sont presque prêts. Enfin, je voudrais remercier déjà les membres du groupe parce qu'il y a eu un très gros travail effectué auprès des auteurs. Donc, dès le mois de mai, on a eu un filage avec les auteurs pour retravailler avec eux sur les contextes et puis essayer de mettre les productions au format. Et puis ensuite, 2 séances de révision avec entre-temps une phase de test. Et globalement, tout s'est très bien passé. On a des sujets qui ont été testés et dont on nous a dit que c'était, sans trahir évidemment le fond des sujets, que c'était extrêmement rassurant. Voilà. Donc simplement, peut-être par rapport à ce qu'on avait pu se dire il y a quelques temps, c'est de vous apporter quelques précisions. Alors, peut-être que l'idée, c'est de partir de l'intention. Donc, alors, je vous remercie également de toutes les questions qui ont été posées en amont. Donc là, on a une intervention qui va se faire en 2 temps, à la fois peut-être des propos très généraux, mais qui reprennent pour partie une partie des questions qui ont été posées, que vous nous avez remontées. Et puis il y aura un deuxième temps où vous verrez, on reprendra en les classant la totalité des questions que vous avez posées, ou la quasi-totalité évidemment, parce qu'il y a beaucoup de recoupements. Et donc on apportera des réponses oralement, et puis on parlera aussi des sujets zéro, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les sujets zéro. Bon, si on en revient peut-être à des éléments très généraux, donc ce qu'on s'était dit, il y a des micro-coupures dans le micro. Donc, je fais attention, je vais tenir. Voilà, donc si on repart quand même de l'objectif, donc un programme construit en termes de compétences autour de thématiques, donc ce qu'on a voulu, c'est de partir finalement de la réalité d'un bac plus 2 quand il est en entreprise. Donc, il a un ensemble de questions qui nécessitent de faire appel au droit, à l'économie et au management. Et tout ça dans un environnement de travail complexe. Donc, ce qu'on a voulu faire émerger dans le programme de CEJM, c'est de faire émerger des compétences qui ont été classées par thème et par mission. Donc, les thèmes répondent à des problématiques, et puis les questions qui sont abordées en CEJM, eh bien, sont identitaires d'un seul cadre scientifique de référence. Dans les thèmes, il y a de l'économie du
management, mais dans chaque question de chaque thème, il y a une question. Enfin, la question de chaque thème est en économie, en droit ou en management. Eh bien, cette structure, on la retrouve dans les sujets, c'est-à-dire que la structure du programme, on peut l'appliquer au format des sujets qui vont être signés. On a un contexte de travail complexe qui permet de faire émerger des questions en lien avec l'activité d'une entreprise. Et puis, il y a un questionnement qui est structuré en missions. Les missions ne renvoient pas forcément à un champ disciplinaire. En revanche, dans chacune des missions, il y a des questions, et chaque question renvoie à un seul champ disciplinaire. Donc il y aura des questions en économie, en droit ou en management. Alors ça serait parfait. Il y a une exception, c'est pour des éléments qui sont liés à ce qu'on va appeler dans notre jargon le PESTEL, donc comment l'environnement extérieur influence les décisions de l'entreprise. Eh bien, dans ces éléments extérieurs qui vont influencer les décisions de l'entreprise, qui peuvent influencer l'élément de l'entreprise, l'environnement, enfin les décisions de l'entreprise, on peut avoir des éléments économiques ou juridiques. Et donc, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir en quoi ce paramètre économique peut-il représenter une opportunité ou une menace pour l'entreprise. Voilà, donc c'est la seule exception dans laquelle, mais c'est vraiment une question de management, on est sur les opportunités et les menaces, même si on fait appel à des éléments qui sont d'ordre d'économie ou de droit. Voilà. Donc le cahier des charges que l'on a dans le sujet respecte la logique d'écriture du programme. On a des thèmes, alors c'est transposé en mission dans les sujets, et puis à l'intérieur de chaque mission, il y a des questions qui font appel uniquement à l'économie, au droit ou au management, sauf dans le cas où on s'intéresse à l'influence de paramètres économiques ou juridiques sur l'entreprise. Donc on va être une analyse en force et en opportunité menace. Bon, dans ces généralités, là encore, bon, vous connaissez les 6 thèmes du programme, donc l'intégration de l'entreprise dans son environnement, la régulation de l'activité économique, l'organisation de l'activité de l'entreprise, etc. Bon, on pensait que vous avez proposé quelques éléments de progression, donc globalement, ce qui a été écrit dans le programme sert un peu de progression, sauf qu'effectivement le thème 3 s'avère très long, donc beaucoup d'équipes nous l'ont dit. En revanche, le thème 6 est peut-être plus court et parfois d'ailleurs il est senti comme une phase de révision parce que beaucoup d'éléments ont été évoqués préalablement dans les thèmes précédents. Donc on vous rappelle tout ça et on passe très très vite, l'essentiel n'est pas ici. Sur la construction du programme, ce qu'on essaie de montrer, c'est comment le droit, l'économie et le management permettent d'éclairer ce qu'est une entreprise. Donc l'objet, c'est l'entreprise, une entreprise ou les entreprises en général. Et puis on apporte par le cours des éclairages qui sont considérés comme complémentaires en droit, en économie et en management. Si on considère que c'est complémentaire, c'est parce qu'on considère que quand on est salarié d'une entreprise ou quand on est dans une activité professionnelle, parfois les différences entre le droit, l'économie et le management ne sont pas forcément très, très lisibles. En tout cas, les différences sont ténues et parfois d'ailleurs il y a des imbrications. Donc ce qu'on a voulu rendre dans ce programme, c'est évidemment non seulement le droit, l'économie et le management, mais toutes les intersections, ou comment les éléments juridiques ou économiques peuvent justifier des clauses de contrat, par exemple. On a parlé d'asymétrie d'information, comment est-ce une clause de contrat peut amener un co-contractant à révéler les informations qu'il aurait dans le cas d'une asymétrie. Donc c'est des exemples qu'on avait pris pour montrer ces intersections. Eh bien, dans les sujets, on a essayé de rendre compte à peu près de la même réalité. On part d'une entreprise et puis on va faire appel à des questions en économie, en droit, en management, tout en insistant sur cette complémentarité. Et cette complémentarité, elle se fait question après question. Donc ça reprend ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les questions ne vont jamais faire appel à ce que on a appelé un sacrétisme, mélange l'économie ou le droit.
ou l'économie et le management, les notions qui vont être mobilisées, les méthodes qui sont mobilisées pour chacune des questions sont inscrites dans un registre explicite en économie, en droit ou en management. Voilà. Est-ce que sur ce point, la philosophie générale des sujets, est-ce qu'il y a des premières questions? Pas de questions. Alors, il y a un deuxième élément sur lequel on voulait évoquer, tirer un peu des éléments par rapport au sujet, c'est sur le rôle des savoirs. Alors, évidemment, cette épreuve de culture économique, juridique et managériale se substitue à deux épreuves. L'une, alors, donc Josiane Coquet à Amiens nous précise, le sujet précisera management, économie ou droit. Alors, je pensais y arriver un petit peu plus tard. Voilà, j'ai bien entendu la question, il était déjà pas là. Donc on a bien noté votre question et on va répondre à la suite, parce qu'on a besoin des petites étapes qui vont arriver pour expliquer les choix qui ont été faits. Donc les thèmes sont structurés autour du lien compétence-savoir. Alors on pourrait reprendre tout ce qu'on avait pu dire au moment du séminaire national. Il n'y a pas de compétence sans savoir. Une compétence, elle mobilise des savoirs. Je ne peux pas dresser un diagnostic si je ne sais pas ce qu'est un diagnostic, si je ne sais pas que le diagnostic se structure en force, faiblesse, opportunité, menace. Je ne peux pas, voilà. Donc, s'il n'y a pas de savoir pour étayer la compétence, on va être sur des habiletés, peut-être d'ailleurs du hasard. Alors, on a laissé une place importante dans le programme autour des savoirs. Alors, ces savoirs s'intègrent à la fois des concepts, donc, le concept de diagnostic interne, externe par exemple, et puis de la méthode. Voilà, donc, dans les savoirs, eh bien, on va mobiliser à la fois des concepts et puis des méthodes. Donc, par exemple, identifier un problème de droit, c'est de l'ordre de la méthode. Et donc, dans le référentiel, dans le programme de CEJM, on a cherché pour chacune des compétences, pour chacune des questions, à identifier le corpus de savoir, à la fois les concepts et les méthodes qui peuvent être mobilisés pour aborder la question. Pour autant, on ne prétend pas être exhaustif, peut-être que dans les stratégies pédagogiques, les uns et les autres ont pu utiliser d'autres trajectoires que celles qui ont été proposées dans le guide de formation et compléter le corpus conceptuel en apportant d'autres éléments. Alors, implicitement, on fait référence, par exemple, à des éléments théoriques, des références d'auteurs, qui n'apparaissent pas dans le programme, mais qui pour autant peuvent être mobilisés par les professeurs en classe, parce qu'ils considéreront que pour parler des stratégies, quand on parle de stratégie globale ou de stratégie de domaine, il faudrait mobiliser tel ou tel auteur. Enfin, toujours est-il que quand on reprend le schéma, donc on a les savoirs qui déterminent les compétences, ou les compétences qui mobilisent les savoirs, vous orientez la flèche dans le sens que vous voulez, et puis toutes ces compétences vont être mobilisées dans le cadre de la formation, pour se construire, prendre appui sur des problématiques liées au contexte. On voit ce schéma, mais ça avait été présenté au moment du séminaire, donc je vais passer assez vite. On a un contexte qui permet de dégager des problématiques. On a des savoirs qui sont associés aux questions, et puis ces savoirs permettent de mobiliser des compétences, et tout ça finalement est assez lié. Et bien, dans les sujets que nous avons cherché à établir, à construire, dans le cahier des charges qui est adressé aux auteurs et dans le cahier des charges qui a été respecté par les réviseurs, eh bien, on retrouve ces éléments-là. Il y a un contexte d'entreprise, que le sujet débute par un contexte, et puis à la suite de ce contexte, il y a des missions qui vont permettre de produire des analyses, qui reposent sur une analyse, et grâce à ces analyses, on va mobiliser des compétences et évaluer les compétences, et pour autant, on va demander aux candidats de mobiliser des savoirs pour qu'ils puissent dire, ok, la compétence est bien là parce qu'il mobilise des savoirs appropriés. Donc, tout ce qui a été évoqué en termes de formation
se retrouvent dans les sujets. Alors, on va reparler des sujets zéro, mais le cahier des charges qui était donné aux auteurs des sujets zéro était celui-ci. Donc, à partir d'un contexte de pouvoir identifier des missions, et dans chacune des missions, il y a des questions qui permettent de faire référence à des savoirs, de mobiliser des savoirs, et d'évaluer si oui ou non la compétence est bien construite. Voilà. Et donc, on retrouve à peu près le même schéma. Ce qui est fait dans les sujets, c'est qu'on part d'un contexte. À partir de ce contexte, on produit. Alors, il y a une problématique plus ou moins explicite. Et globalement, à la fin du contexte, on retrouve des éléments qui permettent d'identifier la problématique. Pour traiter ces questions en phase avec cette problématique et les missions, le candidat doit mobiliser des compétences, nécessite des compétences, donc c'est là où on évalue. Mais pour qu'il y ait compétences, il faut que le candidat intègre dans son raisonnement, dans son analyse ou dans son argumentation des savoirs. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de préciser que par ce modèle, on évite les questions de cours, il n'y aura pas de questions de cours, on n'attend pas des définitions qui seraient très précises, qui seraient des définitions académiques, si tant est qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qu'est une définition académique. En revanche, le savoir intervient comme moyen pour un candidat de démontrer qu'il a bien développé ou acquis la compétence et que son argumentation, elle fait référence à des arguments d'autorité, des savoirs, et puis qu'il sait aussi, pour analyser la situation, mettre en œuvre des méthodes, par exemple l'identification d'un problème juridique ou la réalisation d'un diagnostic ou l'analyse ou le repérage d'informations dans un tableau statistique en économie. Voilà. Donc le cahier des charges, c'est celui-ci où tout est lié. Mais ce qui est important, c'est de repérer que ce qu'on cherche à évaluer, c'est la compétence, c'est vraiment ce qui est central, et que pour que la compétence soit là, il faut mobiliser des savoirs. Voilà. Mais le savoir n'est pas l'objectif de l'évaluation de ce sujet, c'est le moyen pour le candidat, que le candidat doit mobiliser pour démontrer qu'il a bien acquis, qu'il est bien capable de produire l'analyse qui lui était demandée. Donc on veut éviter à la fois les questions de cours, on ressortirait un cours et être uniquement dans la connaissance, et puis on veut éviter la paraphrase, parce qu'un candidat pourrait estimer qu'il est compétent dès lors qu'il a recopié ce qu'il a dans les annexes, parce que les annexes sont assez fournies, et s'il se limite à ça, on va considérer qu'il est capable de repérer l'information, mais pas pour autant qu'il est capable de produire une analyse, parce que l'analyse ou l'argumentation ou la proposition de solution qui lui est demandée nécessite de mobiliser tous les savoirs inhérents ou attachés à la question qui est posée. Est-ce que sur ces premiers points qui sont essentiels pour bien poser ensuite le format du sujet, il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? On continue alors? Alors, si oui, il y a des questions, oui, je peux continuer. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On fait une petite pause pour permettre... ouais. Alors, j'ai toujours pas répondu à ça. Attendez, j'ai toujours pas répondu à la première question qui a été posée tout à l'heure sur la formulation des questions. Mais c'est bien, c'est que l'introduction, voilà. Mais tout va découler de cette introduction qui est c'est pour ça, ça vous semble être un petit peu hors sujet, mais c'est important qu'on puisse rebaliser tout ça, y compris en faisant le lien avec le cahier des charges qui avait été posé quand on s'était vu à Paris en mars 2018, au moment du séminaire de lancement de CEJM, parce que finalement, tout découle naturellement de ce qu'on s'est dit à ce moment-là, donc ça nous semble important de le reprendre pour justifier les choix et donner les orientations du travail en classe. Et tout ça pour dire que les professeurs qui ont travaillé dans le sens
des contextes, des savoirs qui ne sont qu'outils au service de la construction de la compétence, ce sont des choix tout à fait pertinents par rapport au format de l'épreuve qui découlent naturellement des choix de formation qui ont été proposés. Donc continuons. Alors, voilà les sujets, si vous voulez, pour essayer d'enfoncer encore un petit peu plus l'affaire. Dans un sujet, il y a un contexte qui va nous parler de l'entreprise. Il y a des ressources qui vont être données en annexe. Alors ces ressources sont de nature très différente. Elles vont venir compléter le contexte. Par exemple, c'est détailler l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché, c'est décrire une situation entre une entreprise et son fournisseur pour essayer de repérer d'éventuelles asymétries d'information, c'est la description d'une entreprise qui fonctionne comme une plateforme, etc. Et puis donc tout ça c'est apporté par le sujet, mais l'élève il va pas arriver, ou le candidat il va pas arriver sans rien, il a tout ce qu'il y a dans son sac à dos, c'est-à-dire les savoirs, les notions et les méthodes qu'il aura pu acquérir pendant sa formation. Donc, ce qu'on va demander pour produire l'analyse, c'est de prendre en compte le contexte, de prendre en compte les ressources qui sont apportées par le sujet, mais c'est aussi que le candidat mobilise tous ses savoirs, les notions et les méthodes qu'il aura alors, dans son sac à dos virtuel, évidemment. Il aura besoin de tout ça pour produire une analyse qui correspond au cahier des charges que l'on se fixe, en tout cas aux critères, aux attendus de cette épreuve, pour éviter que l'on ne soit dans la paraphrase, que l'on reste dans la paraphrase où on n'exploiterait que les ressources et les contextes, ou que l'on ne soit que dans la question de cours ou dans le récit de ce qui a été fait en cours, en récitant finalement des savoirs et des notions. Voilà. Donc l'analyse qui est attendue, c'est un mixte à la fois des éléments informationnels apportés par le sujet, et puis également les éléments liés apportés par le savoir, les notions, les méthodes qu'ils auront pu acquérir pendant leur formation ou leur expérience, s'agissant de candidats qui viendraient par exemple de l'EVL. Alors, il y a des premières questions qui arrivent. Alors, le barème par compétence, on en reparlera. Doit-on, alors voilà, je crois que vous avez déjà déduit les conséquences de ce que l'on va dire après. Problématique. Ouais. Alors, le candidat doit-il s'abstenir de retenir des définitions? Bon. On ne peut pas dire tout à fait comme ça. Admettons que dans un sujet, si je prends un sujet de management l'année dernière, démontrer que la démarche de M. Dufou est une démarche de nature entrepreneuriale. Si je ne sais pas ce que c'est que la démarche entrepreneuriale, je ne vais pas prendre beaucoup de, je ne vais pas pouvoir répondre. Si je ne suis pas capable de dire M. Dufou suit une démarche entrepreneuriale parce qu'il prend des risques, etc., on va pouvoir lire en tant que correcteur que le candidat a compris ce qu'était que la démarche entrepreneuriale parce qu'en démontrant pourquoi la démarche est entrepreneuriale, il va utiliser des points d'appui qui sont des points d'appui notionnels. Donc on n'évalue pas, on n'attend pas du candidat qu'il nous dise la démarche entrepreneuriale c'est, il nous récite le cours. En revanche, quand le candidat nous dit Monsieur Dufou est un entrepreneur, ou la logique développée par Monsieur Dufou est entrepreneuriale parce qu'il prend des risques, parce que ceci, parce que cela, en tant que correcteur, on va se dire, bon, c'est quelqu'un qui utilise la notion d'entrepreneur et qui la comprend parce qu'il sait identifier les caractères mystiques essentiels de la logique entrepreneuriale et il sait l'appliquer au contexte. Donc c'est bien cet esprit, alors qui est peut-être nouveau, peut-être pour certains professeurs, mais qui est, à mon avis, essentiel si on veut être sur la construction des compétences, c'est-à-dire que le savoir est bien perçu comme étant important, on ne renonce pas au savoir, mais il est mis au service d'une analyse, et c'est parce que l'analyse est pertinente que l'on peut se dire, eh bien, cette personne utilise le concept d'entrepreneur, et il sait l'utiliser de manière pertinente parce qu'il sait caractériser une logique d'entrepreneuriat à bon escient. On
pourrait reprendre d'autres exemples. On pourrait dire, bon, en quoi cette relation révèle-t-elle des asymétries d'information entre l'entreprise et son fournisseur? Bon, admettons que je sois une entreprise qui produise des lasagnes à base de viande de bœuf, et puis j'ai pas de garantie par rapport à mes fournisseurs. Bon, il y a peut-être une asymétrie d'information, et on pourrait se dire que dans le contrat, alors on pourrait dire en quoi cette situation révèle-t-elle des asymétries d'information, parce que je ne suis pas garanti, moi, producteur de lasagne, que mes fournisseurs vont bien me produire de la viande bio ou de la viande de bœuf, etc., etc. Donc comment le contrat peut-il me permettre de révéler le comportement de l'autre ou les attitudes de l'autre, de mon fournisseur? Bien, peut-être faut-il rajouter une clause, si elle n'existe pas dans le contrat, précisant que la viande de bœuf livrée par le fournisseur X ou Y doit être de la viande de bœuf certifiée bio, etc., et qu'il doit me fournir les labels régulièrement, etc. Donc, parce que je sais analyser une situation et utiliser la notion d'asymétrie d'information pour analyser cette information, les correcteurs vont pouvoir considérer que je n'utilise pas cette notion d'asymétrie d'information n'importe comment ou par hasard. Ce qu'on veut éviter, c'est que les candidats ne plaquent du cours en récitant du cours au cas où ça conviendrait, mais qu'ils puissent aller au-delà du récit du cours, du plaquage du cours, en étant vraiment sur l'imbrication entre des éléments liés au contexte. C'est une asymétrie d'information parce que, alors le son est très faible, nous dit-on. Tant pis pour Rennes qui va avoir un son saturé. Voilà, mais c'est peut-être que mon micro était loin. Donc je crois que ça. Voilà, ça va comme ça? Ouais. Donc ce qui est important, c'est effectivement pas le savoir pour lui-même, donc on n'a pas besoin de réciter tout un cours sous l'asymétrie d'information, et d'ailleurs on pourrait se dire que ça pourrait être sujet à débat entre les correcteurs, savoir si la définition est exacte ou pas. En revanche, ce qui est important, c'est que les candidats puissent avoir une maîtrise suffisante du corpus conceptuel pour le mobiliser dans le cadre d'une analyse de contexte et de ressources. Voilà. Donc tout ce que l'on a écrit dans les sujets, enfin tout ce qui a été fait dans les sujets, tout le travail qui a été fait avec les auteurs, avec les réviseurs, va dans ce sens où il y a des savoirs qui sont mobilisés, mais ce qu'on demande de la part des candidats, c'est vraiment de mobiliser ces savoirs en prenant en compte des éléments de contexte et en produisant une analyse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Grosse coupure de son. Alors, est-ce qu'il faut que je reprenne des choses ou pas? Thierry? Est-ce qu'il y a eu une coupure de son? Je reprends, enfin, j'ai eu un raisonnement un peu circulaire, j'ai dû me répéter au moins 10 fois, mais c'est le cœur des sujets là, hein, donc, et de l'évaluation aussi. Ce qui me semble important, c'est vraiment de dire on ne sera pas sur des questions de cours. Quand on pose la question, est-ce qu'il faut apprendre des définitions ou pas, j'en sais rien. Pour tout vous dire, je ne sais pas, chacun fait comme il peut, y compris quand on était étudiant. En revanche, ce qu'on attend, ce n'est pas de réciter un cours, ce n'est pas de recopier des annexes, mais c'est bien d'articuler la maîtrise des savoirs avec une analyse, avec les éléments factuels produits par le contexte, pour produire une analyse qui est structurée, argumentée. Et s'il est argumenté, c'est parce qu'il mobilise des savoirs, à la fois des méthodes et des concepts. Voilà, l'essentiel, si je devais faire un résumé des 10 dernières minutes, on serait là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions où on pioche des paraphrases dans certaines ressources. Alors, les questions, alors, il y aura des questions. Ouais. Alors, vous êtes très dur là dans les questions.
Parce que les sujets sont progressifs. Parfois, la question, elle est là pour permettre au candidat d'entrer progressivement dans le sujet. Ce qui est difficile pour nous, ce qui est difficile, alors ça ne sera pas tout le temps, mais parfois quand on commence par repérer, après il y a une diapo qui va arriver avec la taxonomie de Bloom, mais ça va nous aider. Mais parfois on a besoin de repérer les informations. C'est une question qui ne sert à rien en termes d'évaluation, on ne va rien évaluer sinon la paraphrase. Ça a simplement pour but d'accompagner le candidat ou d'orienter le candidat dans le sens où on voudrait qu'il comprenne le contexte lorsque le contexte est compliqué. Enfin, il y a des sujets, on a vu des sujets, enfin, si par exemple, imaginons que ce soit une start-up, etc., la logique de la start-up, elle n'est pas immédiate. Donc on pourrait avoir, je dis bien on pourrait, avoir une première question qui, en termes d'évaluation de compétences, ne servira à rien, mais cette question est utile pour faire rentrer ou pour accompagner le candidat dans le sujet et aller là où on voudrait qu'il aille pour vraiment produire son analyse, plutôt que de le laisser aller sur une fausse piste et puis qu'il se rende compte que derrière, ça ne sert à rien. Voilà, c'est bloqué. Donc cette question quand c'est la première question du sujet, il est possible qu'effectivement on soit sur une question intitulée repérer, par exemple, repérer, pour orienter la réflexion du candidat. Là, on voudrait qu'il aille pour ensuite produire une analyse cohérente sur la suite du sujet, plutôt que de le laisser se perdre dans un contexte qui est parfois un peu compliqué. Vous savez, il y a des sujets, on a 6 sujets prêts, il y a des sujets, on a mis beaucoup de temps à comprendre. Alors, on a travaillé tout ça, mais ils ont 20 ans, on a un tout petit peu plus de maturité, et on a parfois mis du temps à comprendre. Et puis la première question était parfois là. Donc, il y a effectivement des sujets où il y a une première question qui est du style repérer. Et repérer, c'est ni plus ni moins que de la paraphrase. Voilà. Alors, d'autres questions? Alors, on rappelle la définition de l'épreuve, mais ça vous la connaissez par cœur, donc durer 4 heures. Elle a pour objet d'évaluer les capacités du candidat. C'est bien les capacités à mobiliser les notions d'économie, de droit et de management afin de formuler un raisonnement dans un contexte concret. Donc on voit bien ici dans cette phrase que les notions, alors ça pourrait être des savoirs parce qu'il y a les méthodes, mais sont mobilisées non pas pour elles-mêmes, mais dans un raisonnement. L'objectif, c'est de produire un raisonnement dans un contexte concret. L'épreuve prend appui sur un dossier qui comprend la présentation d'une situation contextualisée. On va revenir, une base documentaire, on va y revenir aussi, une série de questions permettant de structurer et d'orienter le travail à réaliser par le candidat. Le dossier documentaire d'une dizaine de pages au maximum, ainsi que le questionnement, couvre, alors c'est le dossier documentaire, on va en reparler, qui fait 10 pages maximum, et on tient à cette contrainte, donc les sujets sont pas trop longs. Et puis le questionnement couvre les 3 champs de cette unité. Donc économie, droit, management, il n'y aura jamais de sujet dans lequel il n'y a jamais d'économie. Il n'y a pas d'économie. Et puis pour chaque question, on attend une réponse construite, argumentée. Alors, il y a une question qui est intervenue tout à l'heure sur la problématisation. On ne demande pas au candidat de problématiser. D'ailleurs, assez souvent, dans la formulation des missions, pour orienter le candidat, on a des titres qui sont un petit peu de l'ordre de la problématique. Mais ce n'est pas une question, mais on ne demande pas au candidat, pour chaque question, à produire une introduction, une conclusion, d'identifier la problématique. Donc ce qu'on leur demande, c'est de répondre à la question de manière construite, autrement dit structurée, c'est-à-dire que si on demande les ressources de l'entreprise, quelles sont les ressources ou les principales de leurs ressources, ou identifier les principales ressources de l'entreprise, on pourrait attendre une ressource, l'utilisation d'une typologie qui permet de structurer cette présentation des ressources, soit un diagnostic. On attend une structuration, une construction interne, externe, force, faiblesse, opportunité, menace. Et puis argumenter, c'est-à-dire qu'on argumente justement pour éviter la fameuse paraphrase qu'on évoquait tout à l'heure. L'épreuve vise à évaluer quoi? Les compétences. Donc on est bien sur l'évaluation des compétences.
analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée. Grosso modo, c'est le macro du sujet, les situations de l'entreprise. Exploiter une base documentaire en économie, en droit et en management. Proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions économiques, juridiques ou managériales et les méthodologies adaptées aux situations proposées. Donc les savoirs, on les voit apparaître ici. Le savoir, c'est à la fois les notions et les méthodologies. Établir un diagnostic ou une partie de diagnostic préparant une prise de décision stratégique, y compris, ça reprend ce que j'évoquais tout à l'heure, au titre de l'exception, donc on peut convoquer des éléments dans un diagnostic, en quoi l'évolution du droit du travail sur une règle de droit particulière peut-il être une opportunité ou une menace pour l'entreprise, par exemple, prendre des décisions opérationnelles intégrant les dimensions économiques, juridiques et managériales, en distinguant les trois aspects, je le rappelle, et exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée. Donc, ça reprend peu ou prou ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Alors, là, on en arrive effectivement à la structure du sujet. Bon, alors, on va vous présenter un sujet. On a coupé le texte du sujet, on a simplement la matrice. Donc, page de garde qui est tout à fait simple. Voilà. Donc, vous avez tout ça, vous avez la structure du sujet. Ensuite, oui, la question de Roselise est importante. Les autres aussi, évidemment, mais il faut que je la prenne en compte. Ensuite, on a le titre du sujet. Donc, on pourrait, je ne sais pas, moi, avoir Michelin, une PME en plein développement, par exemple, je ne sais pas. Le contexte du sujet, donc on raconte l'histoire. Alors, quand je vous parle de Michelin, c'est une boutade parce que je suis à Clermont-Ferrand, mais ce sont essentiellement des PME. Ce sont essentiellement des PME, donc, parce qu'on a estimé que, enfin, il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition de la PME, mais quand même aborder les questions stratégiques, etc. Eh bien, c'est un peu moins difficile si c'est une PME que si c'est un grand groupe, etc. Ensuite, on a une structuration par mission. Donc l'étude est composée de X missions, donc on donne ça aux candidats, donc il peut y avoir 2 ou 3 missions, je crois qu'il n'y a pas de sujet, 2 ou 3 missions. Et puis il y a la composition du dossier documentaire, donc on indique les annexes qui vont être utilisées, et on a une phrase, on a ajouté une phrase parce que tout ce qu'on vient de se dire, on l'a beaucoup travaillé en commission de sujet, en prenant appui sur vos connaissances, le contexte et le dossier documentaire. Il vous est demandé de répondre aux questions relatives aux 3 missions du sujet. Vous êtes invité à mobiliser les concepts et les apports théoriques dès lors qu'ils sont pertinents et que le lien avec la mission est argumenté. Donc tout ce qu'on vient de se dire est redit ici, donc on donne la consigne de manière explicite aux candidats. Ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent appui sur leurs connaissances, sans pour autant nous réciter un cours, qu'ils prennent appui au même niveau sur le dossier documentaire, mais c'est bien et vos connaissances, le contexte et le dossier documentaire, donc c'est pas où. Il vous est demandé de répondre aux questions relatives aux 3 missions, et si le candidat mobilise des concepts, des apports théoriques, eh bien on lui demande d'argumenter le lien, c'est-à-dire qu'on va dire c'est une logique entrepreneuriale, parce que Monsieur Dufour prend des risques, etc. Et là, en écrivant parce que, c'est que en écrivant parce que et en démontrant, j'aurais argumenté. Ou l'entreprise vit dans un environnement qui est très menaçant parce que, et là j'argumente la notion de menace quand on est sur un diagnostic externe. Alors, si les sujets sont progressifs, y aura-t-il toujours une question liée à l'analyse du contexte et ensuite aux problématiques liées aux 3 champs? Alors, oui, merci de me faire préciser, ces éléments. La première question de repérage, elle sera de toute manière, comme toutes les autres, centrée sur un des 3 champs disciplinaires. Il n'y a aucune exception, la seule exception c'est le PESTEL, et encore PESTEL c'est du management. Je ne suis pas sûr que les juristes utilisent beaucoup PESTEL, c'est une question du management. Quand on est en management, parfois l'environnement réglementaire peut évoluer et
constituer une opportunité et une menace. Donc c'est cette question que l'on se pose autour de Pestel et qui peut mobiliser une réflexion en droit ou la connaissance d'un mécanisme en droit et en économie. Par exemple, si je dis en quoi la baisse des taux d'intérêt dans tel pays constitue-t-il une opportunité ou une menace pour l'entreprise, eh bien, je vais connaître le mécanisme économique en me disant, si le taux d'intérêt diminue, alors j'aurais dû prendre l'inverse, si le taux d'intérêt augmente, les charges financières vont augmenter, et comme l'entreprise est très endettée, on risque d'augmenter les charges financières. Voilà. Bon. C'est ce raisonnement-là, c'est un raisonnement économique, et parce qu'on maîtrise ce raisonnement économique, alors je vais pouvoir dire si c'est une opportunité ou une menace. C'est la seule exception. Sur la première question, si elle existe sous cette forme, repérer les principales caractéristiques de l'entreprise, on est plutôt sur une question type STMG, estime-t-on, avons-nous estimé, donc on n'en aura que très rarement sous les sujets de BTS. Mais si elle existe, c'est uniquement dans un des trois champs disciplinaires et uniquement pour permettre aux candidats de repérer des éléments sur lesquels on souhaiterait orienter sa réflexion. Voilà, alors on prend donc des questions. Alors, je finis ma présentation du sujet. Mission. Donc j'ai mission 1. Alors j'intitule, on inscrit dans les missions annexes 1A, etc. Donc on indique les annexes qui seront utilisables par le candidat, qui se rapportent à la mission. Alors parfois une annexe peut être utilisée dans plusieurs missions, ça arrive. Il y a des sujets dans lesquels une même annexe va être utilisée dans plusieurs missions. Ensuite, j'ai les questions donc, qui sont numérotées. Même chose pour mission 2, les annexes qui sont mobilisables pour traiter la mission 2, même chose pour la mission 3, et puis le dossier documentaire avec annexe 1, annexe 2, annexe 3. Alors, il y a une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu, mais je vais enfin y arriver. Chaque question renvoie à un et un seul champ disciplinaire. Alors, la question, c'est comment fait-on pour amener le candidat à faire référence à ce champ disciplinaire. Alors, il y a plusieurs moyens qui ont été utilisés. On peut avoir des formulations explicites de questions. Par exemple, identifier le problème juridique. Très clairement, on fait référence ou identifier le problème de management. Donc, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est qu'on fait référence à un corpus conceptuel pour dire indiquer en quoi la relation entre l'entreprise X et l'entreprise Y révèle des asymétries d'information. Asymétrie d'information, on sait où c'est, les étudiants vont mobiliser le champ conceptuel. Voilà. Donc, normalement, et ça a été vu avec les testeurs, et ça a été validé, le lien entre les questions et le corpus ou le champ à mobiliser est suffisamment clair pour que les candidats, un candidat normalement préparé, un candidat moyen, puisse identifier le champ sans faire un hors-sujet. Alors, il y a des points peut-être sur les aspects qui sont sur quelques points du référentiel, la notion de ressources par exemple. La notion de ressources peut être polysémique, donc on précise effectivement ce qu'on veut autour des ressources. Alors il y a un point, et je souligne parce qu'on a relu le travail qui avait été fait au moment de la rédaction du guide de formation, il y a un point du programme où on dit la même chose en économie et en management, mais ça ne s'appelle pas pareil. Il y a les agents économiques et les acteurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les acteurs font partie d'un marché, on est en relation avec eux. Les agents sont en relation et normalement peuvent peser plus ou moins sur les décisions de l'entreprise. Alors, je souligne encore, et on l'avait dit en commission de choix de sujet, le travail qui avait été fait par notre ami Hervé à Rouen.
parce qu'il s'est attaché à qualifier la notion de parti, enfin qualifier, c'est à caractériser la notion de partie prenante, je confonds, c'est partie prenante et agent, excusez-moi. De partie prenante en distinguant les parties prenantes de premier degré, de second degré. Bon, et puis, effectivement, à un moment donné, peut-être que il y a des proximités entre la notion de partie prenante et la notion d'agent, d'acteur, mais on s'attache dans les questions vraiment à identifier, à dire bon, quelles sont les parties prenantes qui influencent les décisions de l'entreprise. Voilà. S'il y a sujet autour de ça, ça sera dit comme ça et les candidats vont percevoir, identifier clairement le champ de référence auquel. Comment? Oui, parfois on dit sous l'angle économique. Voilà. Donc vraiment dans les questions, il y a eu dès le début des sujets, on s'est attaché à ce que sur un sujet, un contexte, on valide le contexte à partir des problématiques économiques, juridiques et managériales qui pouvaient être produites, qu'on puisse mobiliser les trois champs et que dans les questions qui étaient proposées par les auteurs, on puisse identifier de manière non ambiguë le champ disciplinaire auquel on fait référence ou on veut que le candidat fasse référence. Donc il y a eu ce travail, parfois c'est explicite, parfois on va considérer que si un candidat connaît la notion de partie prenante, eh bien, il va savoir qu'une partie prenante, on est dans le management et qu'on va se poser la question de est-ce qu'il influence ou pas les décisions de l'entreprise. Je vous renvoie, je fais une parenthèse. On s'est attaché, et je voudrais saluer le travail qui avait été fait au moment de la préparation du PNF, de la formation au mois de mars 2018, il y a eu un document, donc il y a le programme qui est officiel. Ce programme, c'est la base pour nous, la base de travail, elle est connue de tous. Et il y a eu un guide de formation qui a été élaboré. Je vous inviter, pour les inspecteurs, inviter vos équipes à le relire. On le trouve d'une très grande qualité, on le trouve toujours d'une très grande qualité. Si des ajustements sont nécessaires, on les fera. Mais revenez sur ce document qui, à mon avis, a été fondateur de cet enseignement. Oubliez les autres sources. Quand on me dit dans des questions, chez tel éditeur, le sujet ou les évaluations ne sont pas comme, eh ben, c'est pas nous qui avons tort par rapport à l'éditeur, c'est l'éditeur qui a tort. Donc on a présenté le programme, les attendus du programme, la définition des preuves, on a présenté le guide de formation, on a parlé des sujets zéro, on en reparlait tout à l'heure. Tout ça décline le sens du travail qui est à effectuer, et en aucun cas, effectivement, on peut nous mettre en opposition par rapport à des choix éditoriaux qui n'engagent que l'éditeur et absolument pas le groupe de travail. Voilà. Alors, est-ce que dans les questions qui sont en cours, les annexes seront-elles distinguées entre documents de l'entreprise et ressources? Alors, ça aurait pu être un choix. C'est le choix que j'ai fait qu'on a fait sur les études de cas en CG, en compta gestion. Là, vous verrez, c'est des sujets qui sont ramassés et donc on a plutôt classé les annexes par mission. Donc, dans les annexes par mission, eh bien, on a des annexes qui viennent enrichir le contexte, parfois des ressources notionnelles, et puis parfois des ressources d'ordre réglementaire. Et le candidat aura toutes les ressources qu'il doit mobiliser dans le cadre de la mission, regroupées dans la même partie des annexes. Est-ce que chaque mission abordera les trois champs disciplinaires? La réponse est non. Déjà, le cahier des charges que nous nous sommes posés était suffisamment contraignant, mais on ne peut pas dire que dans chaque mission, il y aura les trois champs disciplinaires convoqués au travers de trois questions, par exemple. Parfois, il y aura des missions qui seront plutôt juridiques, d'autres plutôt économiques, d'autres plutôt en management, mais on ne peut pas. Oui, souvent il y a deux champs sur les trois. Souvent il y a deux champs sur les trois, mais trois, on l'a pas souvent. Ouais, parce que c'est franchement, enfin, l'exercice d'écriture a nécessité quelques heures de travail chez les auteurs, les réviseurs, les testeurs, etc. Et je pense que
ajouter cette contrainte aurait peut-être artificiellement remis en cause l'équilibre des sujets que l'on a voulu plutôt orienter autour de problématiques d'entreprise qui nécessitent un regard complémentaire en économie, en droit et en management, plutôt que de s'attacher, parfois artificiellement, à proposer une question de chaque dans chacune des missions. Je peux poursuivre, mais on s'est pratiquement tout dit. Alors, vous connaissez tous cette taxonomie de Bloom, qui est finalement, quand on a travaillé avec les auteurs et avec les réviseurs, on est parti de ce document, mais déjà quand on avait travaillé sur l'écriture du programme, on a voulu vraiment cranter cet enseignement dans quelque chose de scientifiquement reconnu pour l'évaluation. Alors, la connaissance, on l'a rayée, elle n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de question de cours, on n'a pas de question de cours. Donc, citer, décrire, énumérer, désigner, définir, on ne l'a pas. Identifier, on l'a parfois, ça nous aide, c'est du repérer. Voilà. Alors, identifier, on pourrait discuter, à mon avis, quand on identifie, c'est qu'on est déjà dans la compréhension. Mais voilà, on pourrait discuter d'identifier. On pourrait, effectivement, sur le dernier descripteur, dire, effectivement, il y a des moments où on demande d'identifier. On demande au candidat d'identifier. Ensuite, on est sur la compréhension. Donc, on leur demande de restituer une compréhension, alors c'est expliquer. Voilà, on va avoir souvent des questions du type expliquer, qui est le mot qui résume peut-être le mieux les intentions que l'on a pu avoir, de relater une compréhension. Qu'ai-je compris de ce contexte? Voilà, et donc je vais expliquer ce que j'ai compris du contexte. Bon. Là où on est effectivement notre cœur de cible, c'est plutôt les éléments autour de peut-être la résolution. Donc c'est identifier le problème de droit, par exemple, et d'analyser une situation. Alors on n'est pas tout à fait dans les résolutions, on pense l'être dans voilà, peut-être, mais c'est quand même de résoudre ou de restituer, d'identifier un problème de droit, de management, etc. Donc, on applique des éléments pour effectivement identifier ou repérer ou des éléments qui sont d'ordre du problème de droit, d'économie ou de management. Alors ça pourrait être, par exemple, si on est sur Pestel, expliquer pourquoi l'évolution des taux d'intérêt peut être une menace pour l'entreprise. On est sur quelque chose qui implique l'ordre de l'application. Analyse, là très clairement, c'est notre, là aussi, on se situe ici. On va être sur alors le terme qu'on utilise assez souvent, c'est analyser. Mais on a besoin, vous le voyez dans la colonne habileté requise, on a besoin pour analyser, on a besoin de comprendre et on a besoin de connaissances. La connaissance, c'est bien le média qui va permettre d'aller vers l'analyse. Et puis, parfois, on ira jusqu'à évaluer, justifier, etc. On est sur quelque chose qui est un peu plus loin dans la méthodologie. Voilà. Donc, alors, on n'a pas repris concrètement, enfin, on a pris quelques libertés par rapport à ce document, mais globalement, on retrouve ces niveaux, c'est-à-dire qu'on commence à la compréhension, on est, alors la notion de jugement, on ne l'a pas reprise, on est vraiment sur évaluer, apprécier, argumenter, justifier, ça c'est des mots, proposer une solution, c'est des mots qu'on retrouve dans l'étude de cas, dans les sujets tels qu'on les a retenus, pas tout le temps, mais il y a effectivement quelques questions qui vont dans ce registre de l'évaluation, apprécier, argumenter, etc. Voilà, bon, le contexte du sujet. Alors après, on en arrive aux questions que vous avez posées, auxquelles on va essayer de répondre, mais enfin, je pense qu'on a dit l'essentiel déjà dans ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la suite? Est-ce que tout est clair? Alors le COEF, il est variable selon les BTS. Ouais.
c'est variable selon les BTS, donc on ne peut pas communiquer sous le COEF. Il n'y aura pas le COEF sous le sujet d'ailleurs, on n'indique pas le coefficient puisque c'est chaque BTS à appliquer un coefficient différent. Bon, contexte du sujet, c'est une manière de reformuler ce qui a déjà été dit. Donc, c'est une entreprise avec une problématique ouvrant sur des analyses en droit, en économie, en management. Le contexte fait environ 2 pages. On s'est attaché à le rendre le plus fluide possible. Il y a eu un très gros travail avec les auteurs pour éviter de parler d'un sujet, alors certes qui aurait été passionnant, mais qui n'aurait été accessible que par quelques initiés. Donc vraiment le travail qui a été fait avec les auteurs et les réviseurs, c'est de rendre ce sujet accessible aux quelques 30 000 candidats qui vont composer cette année. Donc il y a eu un énorme travail pour évaluer, pour rendre le sujet. Alors c'est en général des entreprises qui ne sont pas connues. Les matières bénéficieront d'une même poids. La réponse est non. On n'a même pas regardé le poids représenté par les questions d'économie en droit ou en management. Donc il n'y a pas de sous-totaux pour s'assurer que dans le cahier des charges, on évalue le droit, l'économie et le management de la même manière. Il y a des sujets qui seront plutôt management, d'autres plutôt éco, d'autres plutôt en droit. Et c'est pas parce que les sujets de cette année seront plutôt comme ça que le curseur sera posé définitivement dans ce sens-là. Ça peut évoluer d'un sujet à l'autre, d'une année à l'autre. L'organisation du questionnement se décomposera-t-elle bien en missions comme dans les sujets zéro? Oui. Est-ce que l'éco, le droit et le management pourraient être mélangés dans une même partie mission du devoir? Oui, mais pas dans une même question. Combien de questions? Alors, puisqu'il faut répondre à la question, parce qu'on a dit qu'on répondrait à tout, c'est à peu près 8-10 questions pour les 4 heures. Alors, on nous dit, voici un extrait du référentiel. Alors, je voudrais que la personne qui a envoyé le message ne se sente pas voilà, affectée par ce que je vais dire, mais je crois qu'on s'est attaché à être très précis à la fois dans la démonstration et dans la manière dont on aborde l'épreuve, et pourtant, dans la question, on sent qu'il y a un contresens. L'extrait du référentiel, jusque-là, je vais être d'accord, l'épreuve a pour objet d'évaluer les capacités du candidat à mobiliser des notions d'économie, de droit et de management afin de formuler un raisonnement dans un contexte concret. Ça, on l'a vu tout à l'heure. L'épreuve prend appui sur un dossier qui comprend la présentation d'une situation contextualisée d'entreprise contenant des problématiques de nature économique, juridique ou managériale. Ça, c'est la définition de l'épreuve. Et puis, je lis après l'interprétation qui en est faite, et c'est ça que je voulais vous démontrer, comme quoi il faut être extrêmement précis parce qu'on peut créer une confusion. Dans cet extrait, on voit les 3 catégories de notions doivent être évaluées. Et dans le contenu du dossier, on a l'impression que la situation ne portera que sur une problématique, une manière et tous les 3. On n'évalue pas les notions pour elles-mêmes. L'interprétation qui est faite, à mon avis, est au moins ambiguë, sinon d'un contresens, parce que on ne va pas évaluer la qualité des notions. Les notions en économie, en droit et en management, on ne va pas les évaluer pour elles-mêmes, mais pour la contribution à une analyse. Et finalement, ce qu'on évalue, c'est la qualité de l'analyse. Voilà, donc j'ai mis un point. Formalisme. Est-il confirmé que pour chaque mission, il y aura un renvoi des annexes? On l'a dit oui tout à l'heure. Les 3 matières sont-elles séparées dans le sujet? Non, les missions sont orientées autour d'une problématique qui intègre l'économie, le droit et ou le management. Les annexes mises en ressources sont-elles fléchées par matière? Non, par mission. Quelle sera la forme de l'épreuve? On l'a dit tout à l'heure, X missions orientées vers une problématique. Les 3 disciplines, économie, droit, management, feront-elles l'objet de questions distinctes? Oui, avec l'exception qu'on a donnée tout à l'heure, donc avec le Pestel. Chaque question renvoie à un seul champ, sauf Pestel. Alors on ne formulera pas Pestel, mais on aura des formulations en quoi la hausse des intérêts représente une menace pour l'entreprise, etc. Mais on attend quand même un raisonnement de nature économique avec une incidence pour l'entreprise. Donc là, on est effectivement un peu dans le régime de l'exception. Il n'y a pas de synthèse, donc les exercices formels qu'on pouvait avoir en droit, notamment, non pas, c'est pas évalué pour soi-même, pas pour elle-même, mais la synthèse peut être nécessaire pour produire une analyse cohérente parce qu'on n'aura jamais un document, une question, mais les questions peuvent prendre appui sur plusieurs documents qui vont nécessiter de la part du candidat un travail de synthèse. On ajoute qu'une annexe peut être mobilisée dans 2 dossiers. Annexe documentation, bon, là on a tout dit.
Alors peut-être pas suffisamment encore, non. Alors dans les annexes, on a de la réglementation, on peut avoir des éléments qui viennent compléter le contexte, on peut avoir des références d'auteurs, et on demande, alors c'est pas obligatoire, mais on pourrait imaginer avoir une référence, moi je ne sais pas comment on l'a en management, au mode de coordination de Mintzberg, et puis on leur demande aux candidats de nous dire en quoi cette mode de coordination relève de Mintzberg ou pas. Ouais. Donc référence d'auteur, pourquoi pas, concept, parce qu'on aimerait que les candidats mobilisent un concept. Ça vous rappelle peut-être un sujet pour les plus anciens d'entre nous qui s'appelait Rocheclair, on produisait de l'eau minérale, en fait, et on était ni dans l'un ni dans l'autre du cours, on était sur un entre-deux. Ce qu'on voulait démontrer, c'était que la voie médiane était source d'enlisement. Eh bien, on avait approché cette démarche en orientant la réflexion des candidats, en mobilisant le concept de la voie médiane chez Porter, et on avait eu besoin de cette annexe pour orienter la réflexion des candidats. C'est toujours possible. La même chose en économie, la même chose en droit. Lorsqu'on sent que le mécanisme peut être un peu compliqué en économie, eh bien on peut avoir une annexe un peu conceptuelle pour orienter, là encore, ou guider le questionnement ou la réflexion du candidat. En économie, des analyses de tableaux graphiques, données chiffrées sont-elles attendues? Oui. Des calculs peuvent-ils être demandés? A priori non, c'est une épreuve sans calculatrice. Est-ce que les ressources sont identifiées par question? Donc non par mission, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. Les candidats doivent-ils connaître des articles de loi par cœur où les règles à utiliser sont-elles jointes en annexe? L'effort que l'on a fait, c'est, alors par rapport au corrigé qui était produit, toutes les annexes juridiques réglementaires qui sont nécessaires sont en annexe. Donc, on fournit, si vous voulez, le kit de survie par rapport au droit, on fournit le kit de survie. Maintenant, c'est dans le sac à dos du candidat, il y a autre chose. Bon, on va considérer que les apports effectués par le candidat, et c'est la même chose pour les références d'auteurs en management et peut-être des mécanismes économiques en économie, ben, ça sera un plus, si vous voulez, ça va prolonger l'analyse et l'argumentation. Évidemment, il y aura une évaluation qui sera beaucoup plus soutenue que si le candidat se limite. Ceci dit, on ne veut surtout pas que sur cette épreuve, on soit sur une course à l'armement où celui qui en dit le plus a les points, et puis d'autres qui n'auraient fait que le travail demandé seraient finalement un peu lésés en comparaison. Voilà, donc on considère que si on utilise les annexes de manière pertinente, eh bien, ce sera déjà pas mal. Et les concepts qui sont implicites dans la question, qui sont nécessaires, eh bien, le travail répondra aux attendus. Y aura-t-il des ressources théoriques comme dans les devoirs précédents en management? Ben, c'est possible, mais pas obligatoire. Méthodo. Y aura-t-il des points attribués sur la définition des concepts? La réponse est non, donc on s'est attaché à le démontrer tout à l'heure, mais on peut quand même évaluer la qualité de la maîtrise ou le niveau de maîtrise des concepts par le candidat sans pour autant qu'il se livre à une définition. Faut-il présenter le contexte en introduction et terminer par celle-ci, par une problématique générale? Non. Et parfois d'ailleurs, on s'est attaché à produire dès l'introduction la problématique générale du sujet pour orienter et donner un peu d'appétit aux candidats. Y a-t-il des éléments d'évaluation sur la définition des concepts dans les questions? Non. Ce qu'on veut, c'est une connaissance et une mobilisation pertinente des concepts. Faut-il répondre aux questions sans réaliser une note structurée, ou faut-il organiser les réponses? Pour moi, c'était la réponse, c'est une argumentation structurée, c'est ce qui est dit, dans la définition de l'épreuve. Dans le premier cas, faut-il exiger une introduction, une conclusion? Non, il n'y a pas de note structurée. Méthodologie, donc ce qu'on a évoqué, c'est des références théoriques, conceptuelles et méthodologiques, hein, c'est le sac à dos. Tout ça, c'est dans le sac à dos donc, virtuel que les candidats n'arrivent pas avec un sac à dos plein de mémoire. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent effectivement en étant un peu équipés et en ayant une expérience d'étudiant qui leur a permis de cumuler suffisamment de compréhension vis-à-vis des différentes notions. Donc le rôle des définitions, hein, pour reprendre ces éléments, elles sont bien mobilisées au cours du raisonnement.
C'est une logique entrepreneuriale parce qu'il a pris des risques, c'est le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure. On ne veut pas que les candidats appliquent les connaissances. La connaissance de certaines typologies reste néanmoins indispensable pour répondre à certaines questions. Les politiques structurelles et conjoncturelles, par exemple, les modes de financement interne, externe, les ressources tangibles, intangibles, etc. etc. Économie, bon, il y a assez peu de questions dans ce qui a été remonté, donc on va supposer que tout va bien en économie. Donc on évalue le sens donné aux définitions dans le cadre d'une argumentation. Si on n'a pas besoin de dire le taux d'intérêt, c'est, et puis je ne suis même pas sûr que si on se mettait tous à réfléchir cet après-midi sur une définition de d'intérêt, on aurait la même. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent nous dire que le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent, c'est ça. S'il nous dit le taux d'intérêt, c'est finalement ce qui sert à calculer les charges financières ou les produits financiers lorsqu'on est prêteur, on va considérer qu'il a à peu près, qu'il a compris ou qu'il a un sens suffisamment robuste, que le candidat donne un sens suffisamment robuste à la notion de taux d'intérêt. Argumentation, donc éviter le plaquage en management. En management, on est sur un format de sujet où franchement, la connaissance pour elle-même, le plaquage fait guère d'illusions, enfin, ça ne fait pas illusion très longtemps chez les candidats. On est sur un format assez proche. Les réponses aux questions peuvent-elles être sous forme de tableau? Pourquoi pas? Enfin, on évoque tout ça. Il n'y a pas de figure imposée, donc on ne va pas dire, en vous référant à la matrice d'Ansoff, qualifier la stratégie. Déjà, on ne va pas dire qualifier parce qu'on a considéré que qualifier, c'était presque du droit. Bon, il faudrait être un peu mal préparé pour confondre, mais enfin, admettons. Donc, on identifier la stratégie en reprenant la matrice d'Ansoff. On ne peut pas être sous la figure imposée. On est plus sur un exercice où le candidat est un programme libre, on va nous montrer un programme libre dans lequel il mobilise les notions, les concepts, en fonction de ce qui lui semble pertinent. Et l'idéal, ce serait qu'il nous argumente d'ailleurs le lien entre le concept et l'analyse. Voilà. Bon, donc tout ça, on l'a un peu prévu, et puis on a gardé le meilleur sur la fin pour le droit, parce qu'il y a beaucoup de questions, bon, on va regrouper tout ça. Est-ce que l'épreuve comportera un cas pratique, une analyse de contrat? Est-ce qu'en droit, on attend une réponse sous la forme fait, problème de droit, règle de droit? Est-ce qu'une solution est toujours possible? Alors oui, c'est possible. Donc, alors, parfois quand même, sur le droit, il nous semble que la forme l'emporte sur le fond. Et donc, ce qu'on voudrait privilégier, c'est plutôt d'être sur une figure imposée, peut-être parfois un peu artificielle, qui l'emporte sur le fond. J'ai répondu parce que j'ai identifié les faits, le problème de droit, la règle de droit, etc. Alors qu'on est passé à côté de l'analyse, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, vraisemblablement, sur les attendus au moment des corrections, on va plus apprécier la qualité de l'analyse. Évidemment, la structuration de la réponse, identifier les faits, le problème de droit, etc., tout ça est important, mais plus sur la manière dont le candidat a structuré sa réponse que vraiment comme un élément important, essentiel de ce qu'il doit produire. Donc, ce qu'on a écrit en dessous, hein, c'est moins de formalisme, pourquoi pas, et puis plus d'analyse et d'argumentation en termes d'évaluation. J'imaginais tout à l'heure, avant d'intervenir, imaginons ce qui arrive, hein, des candidats viennent de fac de droit et puis ont besoin d'un BTS pour assurer leur professionnalisation. Donc imaginons qu'un candidat venant d'une L3 de droit vienne en passer l'épreuve de CJM. Finalement, on pourrait considérer qu'il pourrait produire une analyse correcte, et parce que la forme l'emporte sur le fond, on le pénaliserait parce qu'il n'a pas su nous faire le fameux syllogisme cher à nos sections. Voilà, donc en revanche, s'il a produit une analyse de la situation juridique qui lui est proposée, s'il sait proposer une solution, en disant qu'il faut modifier la clause entre mon fournisseur de lasagne et puis mon producteur de viande pour s'assurer que la viande soit bien bio, etc., eh bien, y compris en prenant appui sur un corpus juridique où nous disons, bah là, il y a possibilité d'aller sur un recours, etc., bon, alors, on est sur une analyse, mais on n'est pas non plus sur l'analyse du juge.
on est bien situé dans une entreprise avec des questions qui peuvent se poser à une entreprise. Et à un moment donné, on peut dire d'ailleurs, ah ben là, écoutez, on atteint nos limites, on peut faire appel à une autorité et c'est le juge qui va répondre. Voilà. Il y a des sujets dans lesquels la question est formulée, on pourrait peut-être même attendre du candidat qui nous propose une réponse dans ce sens, plutôt que d'essayer de mimer ou de simuler la position d'un juge par rapport à ces questions. Donc, tout ça pour dire qu'on privilégie l'analyse. L'analyse. Alors, il y a eu un travail, alors il se trouve, c'est un point qui est important aussi, dans le même temps que ces sujets de CEJM, on a les études de cas en NDRC, gestion de la PME, et puis SAM qui sont en élaboration. Alors, je parle de ce que je connais le mieux. GPME, on a une épreuve 5.2 qui mobilise du droit. On a été extrêmement attentif et l'exercice a été très intéressant. Très clairement, en E5.2, en gestion de la PME, on prend appui sur un contexte réglementaire. Et ce qu'on va demander, c'est de mettre en place une organisation, une procédure conforme au droit. Donc le droit est pris comme le contexte, la réglementation est prise comme un élément de contexte, y compris en faisant référence à des textes de droit. Donc on demande au candidat de nous produire une organisation, une solution qui soit conforme au droit. Ici, on interroge peut-être davantage la notion de problème de droit. Donc, ce qui est structurant, à mon avis, de CEJM autour des questions de droit, c'est souvent la question du problème de droit qui est soulevé. Alors, ça n'arrive pas tout le temps parce que c'est quand même gourmand en termes de temps et c'est parfois difficile, mais on est quand même sur cette question, quel est le problème, enfin, sur une zone qui est plutôt quel est le problème de droit qui est soulevé. On est plutôt sur ces registres-là. En tout cas, il y a vraiment une complémentarité entre les études de cas des BTS et puis le registre adopté en CEJ. Je te laisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Également, aussi, on est sur des notions de démarche qu'on peut avoir également en termes de droit, en fait, comment une entreprise en fait, peut effectivement engager une démarche, en fait. Voilà, donc, effectivement, c'est l'approche méthodologique, mais en fait, quelles pourraient être les étapes que pourrait conduire une entreprise, en fait, par rapport à une situation. Et si vous regardez le cours, vous trouvez, en fait, un certain nombre de situations qui sont conformes à cette idée de démarche. Voilà, merci Vincent pour ce complément important donc, qui nous permet de bien positionner cette épreuve par rapport à d'autres, notamment. Bon, après, d'autres questions en droit, la note structurée sera-t-elle toujours à l'épreuve de la partie droit? Non. Ce qu'on attend, c'est effectivement de répondre à des questions sous une forme structurée, argumentée, mais le formalisme et la note structurée perd un peu, y compris parce qu'on passe de 6 heures de cours à 4, avec un programme qui est quand même lourd, et les choix sont nécessaires, donc il y a des arbitrages qui ont été faits dès le début. Alors, est-il possible d'avoir une analyse de jurisprudence comme question? Alors, là, je vais être prudent, on peut mobiliser une jurisprudence dans une question, donc on a une décision un texte qui relève de la jurisprudence, c'est un support en annexe, et on va demander effectivement où le candidat doit prendre appui sur cette annexe pour répondre à la question, mais c'est toujours pour produire une analyse, y compris en mobilisant des savoirs issus de son fameux sac à dos. Est-il possible d'avoir une jurisprudence comme support aide à résoudre un problème de droit, etc. Oui, c'est l'esprit, mais c'est pas tout le temps possible. Donc, on a varié les exercices aussi. Est-il demandé de suivre le syllogisme? C'est la question qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'y a pas de figure imposée, mais c'est suggéré, sans pour autant demander et avoir des points de barème pour un syllogisme. Les candidats sont-ils susceptibles d'avoir en droit un syllogisme assez développé comme on pouvait l'avoir avant la réforme? On insiste encore, on sort de cet exercice, la méthodologie est mise au service d'une résolution, le syllogisme n'est pas imposé. Comment évalue-t-on un élève qui viendrait de L3? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas entendu la précision de Vincent. Voilà, on reprendra tout à l'heure. Et
puis on arrive à la dernière question, en ce qui concerne au dernier point, les sujets zéro. Bon. Déjà, je voudrais dire que les sujets zéro ont été essentiels pour donner sens un peu à cet enseignement en termes d'évaluation, afficher un cahier des charges. Et dans ces sujets zéro, beaucoup d'éléments sont repris et validés. Ceci dit, les sujets zéro ont été produits pratiquement à un moment donné, il y a presque un an, donc avant que la formation, tout au début de la formation. Et le format a été... alors, il y a quelques points qui ont été ajustés. Alors, les corriger, alors, les sujets zéro voilà, donnent un petit peu le sens. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que les sujets zéro sont trop longs, trop difficiles, parfois avec des questions doubles de la même formulation, alors qu'on s'attache dans chacune des questions à ne mettre qu'un seul verbe. Si on reprend la taxonomie de Bloom, c'est pas identifier et analyser dans la même question, c'est identifier si c'est le choix, ou alors ça sera analysé, mais pas les deux. Alors qu'il est arrivé que il subsiste dans le sujet zéro quelques formulations dans lesquelles il y a deux intentions, ce qui peut rendre compliqué un peu l'affaire. Bon. Ces sujets n'ont pas été testés. Alors on voit aussi la nature des annexes, parce que dans les sujets zéro, il y a des annexes qui viennent enrichir le contexte, parfois des annexes un peu notionnelles, et puis des annexes aussi d'un ordre réglementaire. Donc on n'a pas produit, enfin les corrigés existent. Alors, vous allez me dire, s'ils existent, vous n'avez qu'à les donner, sauf que d'une part, les sujets zéro sont trop difficiles, donc à mon avis, on serait peut-être sur des attendus qui apparaîtraient un peu démesurés par rapport à l'esprit dans lequel les sujets réels ont été définis. Ensuite, le risque pour nous, c'est qu'en diffusant des sujets zéro, on imposerait une norme, alors qu'en réalité, les corrigés sont très ouverts. Et puis, il y a un troisième élément, peut-être, c'est que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, depuis 16h30, porte un peu sur la logique de l'affaire, et on ne voudrait pas que la réflexion mise en académie et en établissement soit interrompue et coupée, parce qu'on partirait d'attendus très partiels, issus de ces sujets zéro. Voilà. Donc, moi, la proposition qu'on a pu faire en se déplaçant dans différentes académies, c'est de plutôt inciter les académies, d'autres que les concepteurs de ces sujets zéro, à produire des éléments de corrigés, et on verra si ça correspond aujourd'hui aux attendus. Voilà. C'est plutôt cette démarche-là qu'on souhaiterait voir être mise en place, mais produire des sujets zéro, des corrigés, pardon, moi ça me semble aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, tout est très logique, il n'y aura pas de surprise par rapport au sujet, avec des attendus qui sont, j'ai répondu aux questions du mieux possible, c'est vraiment l'esprit dans lequel ces sujets ont été travaillés collectivement, et je ne voudrais pas qu'on se prive de cette réflexion sur ce que l'on peut attendre de CEJM, en partant finalement de corrigés qui sont aujourd'hui partiels, imparfaits, et puis déconnectés des attendus parce que les sujets ont été revus. Sur les barèmes, on n'a jamais diffusé de barème officiellement, donc les barèmes existent uniquement pour un moment donné, c'est les corrections de copies et assurer une normalisation. Donc il n'y aura pas de barème, ça, on ne diffusera jamais des barèmes même sur des sujets. En revanche, ce que l'on peut vous dire, c'est que c'est un barème par compétence. Donc il y a un premier niveau qui est le candidat à repérer les informations. Donc il a su ici être dans la paraphrase, donc il va avoir quelques points. Il y a un deuxième niveau, c'est l'analyse, la structuration. Il y a un troisième niveau qui est l'argumentation, la capacité d'argumenter, y compris en faisant référence à des arguments d'autorité, à des articles de droit, etc. Et puis, il y a un quatrième niveau, mais qui n'apparaîtra pas forcément, qui est la proposition de solution lorsque on demande au candidat de nous indiquer quelle solution il faudrait produire. Voilà. Alors, peut-on avoir une vision de cela, de la correction par compétence? Peut-on s'inspirer par les sujets de MDE?
Oui, allez-y, c'est ça, c'est le même esprit. Les quatre crans que l'on vient d'indiquer sont ceux qui sont issus de MDE, mais plus largement des, des référentiels de compétences qui existent. Enfin, on a la même chose sur gestion de la PME. Tout à l'heure, avec le groupe gestion de la PME, on a présenté d'où viennent ces barèmes par compétences graduées, etc. Bon, on a la même source, donc c'est quelque chose qui est robuste. C'est inspiré de la taxonomie de Bloom, même si on ne peut pas se permettre d'avoir tous ces crans comme dans la taxonomie, parce que ça serait compliqué, et on aurait du mal à y chercher des notes très hautes, et on a quand même besoin voilà, de valoriser des candidats qui sont à Bac plus 2, bon, qui n'ont pas forcément une totale maîtrise de toutes les affaires qu'on leur propose, mais on va considérer que c'est suffisant, donc ils sont sur le quatrième niveau. Donc oui, ce qui se passe en management des entreprises constitue une bonne base pour que vous ayez une idée de ce qui sera fait en correction en tout cas, les barèmes ont travaillé dans ce sens. Donc, on a le repérage, l'analyse avec une structure, l'argumentation, c'est une force parce que, c'est une menace parce que, et puis proposition de solution en disant, ben voilà, il faudrait prendre choisir une stratégie de tel type parce que, etc. Là, on est sur la proposition de solution. Il y a un point, il y a un point qu'on a évité, enfin, pour tout vous dire, voilà, comme ça vous saurez tout, c'est on évite le terme de pertinence, parce qu'on ne sait jamais si c'est pertinent au regard du contexte ou au regard de la science. Voilà, donc on a évité d'utiliser ce pertinence qui est parfois compliqué à utiliser dans des sujets d'évaluation. Voilà, bon, correction barème, donc je l'ai évoqué. Le barème sera-t-il divisé en parts égales pour chaque discipline, un tiers éco, un tiers droit, un tiers management? Non. Mais d'un sujet à l'autre, on aura des équilibres globaux, même si ponctuellement on peut avoir un sujet, le premier sujet sera plutôt en droit, plutôt en management, plutôt en éco, puis l'année suivante, eh ben, ce sera autre chose. Voilà, les liens avec CEJM appliqués, donc je les ai finalement un peu évoqués tout à l'heure, autour d'un contexte de droit qui permet de mettre en place des procédures, voilà, droit du travail, alors que sur CEJM, eh bien, on est davantage sur l'analyse d'un problème de droit posé par une situation bien identifiée. Est-ce qu'il y a des questions, des points de bonus? Alors, certainement pas. Voilà, je crois que enfin, voilà, le pilotage de cette épreuve m'a été confié. Chacun savait à quoi s'attendre, mais moi, j'ai jamais eu de point de bonus. Voilà, donc je sais pas à quoi ça sert. Soit sur les concours, oui, il y a eu des points de bonus. Mais vraiment par un barème par compétence, on arrive à lister, à valoriser les candidats. Donc il n'y a pas de points de bonus. Sur les concours, moi il m'est arrivé d'attribuer des points de bonus. Voilà. Et pas sur les examens. Voilà. Alors je vais laisser la parole à Vincent pour évoquer un retour sur les sujets zéro. Donc c'est une autre manière de voir les choses. Donc il va nous parler des sujets zéro. Bonjour à toutes et à tous, je pense que vous m'entendez. Voilà. Donc sur les sujets zéro, je crois que ça a causé un certain nombre en fait, d'interrogations. Jean-Michel a bien exprimé en fait véritablement les questions et les retours qu'on a eus en fait à la fois sur la liste. Peut-être que là vous m'entendez mieux en fait. Est-ce que vous m'entendez? C'est très faible, il faut peut-être. Oui, je pense que là vous m'entendez bien. Donc en fait, sur les sujets zéro, on a souhaité effectivement avoir une lecture un petit peu critique en fait de ces sujets, effectivement après un an, à la fois en fait par l'intérêt qu'ils représentaient, parce que je crois que ça reste en fait ces sujets permettent véritablement de construire un travail de qualité, et c'est les sujets qui seront proposés en fait au mois de juin s'inspirent très fortement en fait ces sujets zéro. Maintenant, on a souhaité aussi que les textes
soit aussi peut-être moins complexe en termes de terminologie. Si on prend par exemple l'exemple du groupe La Poste, si le contexte permettait de bien mettre en jeu en termes de développement, de pérennité, on avait en termes de terminologie, de termes comme l'ADN du groupe, les carences de marché. Donc pour les élèves, on les mettait effectivement, on risquait de les mettre en difficulté. De la même manière, si on prend un autre sujet zéro comme la PME sur l'énergie, on a un contexte qui est beaucoup plus simple, mais il est aussi beaucoup plus court. Et en fait, le contexte permet véritablement d'avoir une bonne appréhension d'entreprise. Et je crois qu'il est très important qu'au niveau de vos élèves, en fait, ceux-ci soient vraiment en train de travailler aussi sur le contexte et prennent la mesure en fait, de l'importance du contexte pour répondre à l'ensemble des trois missions, en fait, généralement, avec les questions associées. Autre élément, si on regarde en termes de questionnement, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, en fait, on était sur 14 questions, 13 questions, donc on est aujourd'hui plus sur effectivement une dizaine de questions, une dizaine de questions, donc c'est environ 30% de questions en moins, qui est négligeable en fait aussi en termes de distribution du questionnement. Et aussi des questions qui sont plus courtes, plus intelligibles, plus lisibles pour les élèves. Il y a un gros effort qui a été fait par les concepteurs, par les relecteurs, pour que les questions en fait soient véritablement directement qu'il y ait une bonne appréhension des questions en fait par un élève moyen. Et donc, concernant la variabilité des questions, on a une certaine progressivité. En tout cas, on a au moins en fait dans chacun des sujets une variabilité de questionnement, c'est-à-dire que sur chacune des missions, en fait, il va y avoir des questions qui sont rarement sur du niveau 1, d'identification du repérage, mais le plus souvent sur l'implémentation, de l'explicitation, après de l'analyse, de la synthèse, voire de l'évaluation, en tout cas, la possibilité offerte à un candidat qui est moyen de pouvoir effectivement comprendre et bien appréhender la mission. On a aussi bien indiqué des annexes, en fait, un gros travail de didactisation des annexes a été entrepris, c'est-à-dire qu'on a assez peu d'annexes brutes, on les a raccourcis, pour autant, on ne souhaite pas que dans un annexe, toutes les réponses ne figurent, parce qu'à ce moment-là, on est aussi assez proche de la paraphrase. Mais cette didactisation, elle est prise son terme. Est-ce que vous m'entendez? Donc, en fait, on a des annexes qui sont didactisées, c'est-à-dire qui sont effectivement pour simplifier, intelligibles. Autre élément, dernier élément, on a la citation des anglicismes et des acronymes. Et enfin, on a souhaité au niveau des produits sur lesquels travaillaient les entreprises, d'avoir des produits qui ont été véritablement, pas forcément pas simplifiés, mais en tout cas, une précision très forte qui a été apportée à la fois sur les produits, les services et les axes de développement d'entreprise, notamment lorsqu'il s'agit d'axes de développement de numérique, de stratégie numérique, qui ne sont pas toujours intéressants et facilement compréhensibles pour les élèves. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les sujets zéro. Je crois qu'il y a quelques problèmes de son. Je vais peut-être laisser la parole à Jean-Michel, en fait, pour terminer cette intervention. Oui, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Alors, on a mal perçu où était l'origine des problèmes de son. Est-ce qu'il faut reprendre des points? Donc, ce que Vincent, on va essayer de tenter de reformuler tout ce que Vincent a pu dire. Donc, déjà, je remercier Vincent parce qu'il y a eu un énorme travail de votre part pour comparer finalement le format des sujets que les candidats auront au mois de mai avec ce qu'on avait produit au niveau des sujets zéro. Donc, des formats, des sujets plus courts, des reformulations beaucoup plus explicites, et puis des annexes qui ont été didactisées pour
que les candidats les comprennent mieux le sens qu'il y a entre l'annexe et la question posée, sans pour autant aller vers la paraphrase. Et puis enfin, une simplification au niveau des produits de l'entreprise pour éviter de perdre les candidats dans des contextes qui auraient peut-être été inaccessibles. Donc, tout ça pour vous dire que sous les sujets zéro, vous avez on a une orientation qui est assez précise, qui reste toujours très pertinente. Et pour autant, on est sur un niveau de complication qui est exagéré par rapport à la réalité des sujets qui sont aujourd'hui en cours de signature. Ceci dit, je voudrais saluer vraiment le travail pionnier des professeurs qui ont travaillé sur les sujets zéro, parce que c'est un travail énorme, là encore, et toute cette réflexion sur les sujets zéro, les réactions nous ont donné le cap de ce que devait être un sujet d'examen. Donc, il ne s'agit absolument pas de remettre en cause le travail qui a été fait, bien au contraire, mais de dire qu'à partir de cette trame et de ces orientations qui sont validées, il y a eu des ajustements pour rentrer dans le format des 4 heures d'examen. Voilà, alors des questions, privilégie-t-on des sujets qui prennent des premières et deuxième années? Les sujets dans le cahier des charges, on s'est attaché à aller chercher première et deuxième année. Voilà. D'autres questions? Importance, compréhension des contextes, didactisation des ressources. Voilà, c'est ce qui a été dit. On s'est vraiment attaché avec les auteurs et les réviseurs. Enfin, ça a été des entretiens, des heures d'entretien au téléphone. Peut-être que certains de ces auteurs sont là aussi en visioconférence, donc on peut les remercier aussi. Mais pour passer d'une entreprise dont on voulait absolument parler vers une entreprise qui soit accessible à tous les candidats, et le travail qui a été fait, vraiment un travail, alors, le jargon c'est un terme de didactisation, mais c'est surtout des heures de travail, des lignes d'écriture, des pages qui partaient à la poubelle pour arriver à rendre les contextes les plus fluides possibles. D'autres questions? Ou est-ce que nous aurons fait le tour? Voilà, il est 18h01, donc vous avez promis 18h, et on est prêt à... Voilà, c'est... On a répondu, et on essaye de couvrir. Alors que, là encore, c'est un peu comme l'économie de droit et de management. On n'est pas certain que l'équilibre 50-50 soit assuré. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en termes de volumétrie, c'est ce que nous disent beaucoup des professeurs, les 3 premiers thèmes, donc thème 1, thème 2, thème 3, sont plus lourds que la somme des thèmes 4, 5, 6. Le thème 3, notamment, est lourd. Semble-t-il pour les professeurs et les formateurs. D'autres questions? Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Et le thème du numérique est lourd également. On l'entend, mais voilà, bon, peut-être dans les stratégies d'accompagnement, reprenez, on vous enverra le support très vite. La vidéo est enregistrée, donc tout ce qu'on a pu dire est accessible, sera accessible sur un espace, on vous enverra le lien. Mais vraiment insister sur la logique de l'épreuve. Je crois que l'intention qui a été prise, c'est de ne pas forcément préparer une épreuve, mais si toutes les préconisations ont été suivies, l'épreuve apparaît comme étant finalement assez logique par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui aura été fait en amont. Voilà, merci à vous, merci beaucoup, et puis faciliter les futures formations. Voilà, à bientôt, au revoir. Et merci aux collègues de Clermont-Ferrand qui nous soutiennent. Là, c'est encore enregistré, mais je tiens à ce que ce soit public. Merci à nos collègues de Clermont-Ferrand qui nous soutiennent, nous supportent et nous accompagnent dans cet exercice. Merci à vous.